Bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver en direct. Il est un petit peu plus de 18h30 dans le studio de Boursorama. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce webinaire intitulé Le PEA profilé. Faites sa première année, comment investir simplement en bourse. Alors oui, bien sûr, le PEA, c'est le plan d'épargne en actions, produit qui permet d'acquérir des actions d'entreprises françaises ou européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse sous certaines conditions. Et le PEA profilé, eh bien, c'est la solution, c'est cette solution simple dont on vous parle. Solution simple pour investir en bourse, lancée avec notre partenaire Amundi, qui n'est rien d'autre que le leader de la gestion d'actifs en Europe. Et ça tombe bien, ce PEA profilé, c'est dans le titre, il vient de fêter sa première année, l'occasion de revenir sur les différents mandats, leur gestion. On profitera bien sûr aussi pour rappeler les grandes caractéristiques du PEA et on parlera aussi performance bien sûr. Alors pour vous présenter l'offre, ses caractéristiques, ses avantages, son fonctionnement, j'ai avec moi ce soir 3 experts sur le plateau. David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonsoir David Olivier. Bonsoir Laurent. À ses côtés, David Mecler, responsable commercial distribution France chez Amundi. Bonsoir David. Bonsoir Laurent. Et vous le connaissez bien, Thomas Baudry, chef de produits bourse chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Bon, on est ensemble pour au moins 45 minutes, peut-être plus, vous le savez, vous connaissez la règle. Ce moment d'échange est le vôtre. On a bien sûr reçu des questions au moment de l'inscription. Vous pouvez continuer à les poser en direct. Elles tomberont sur la tablette et on les posera en direct à nos experts. Vous connaissez un petit peu le programme, mais j'avais envie de commencer avec vous, David Olivier, au moment de souffler cette première bougie sur le gâteau. C'est dommage, on n'a pas de gâteau sur le plateau. Qu'est-ce que vous retenez en synthèse rapidement de cette année écoulée, justement ? Alors, quelle année ? Quelle année écoulée ? Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous. Et ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est de revenir un peu en arrière au moment du lancement de cette offre, octobre 2022. Un marché action en difficulté, CAC 40 qui accuse une perte de 13%, l'Eurostock 50 quasiment moins 17%, un contexte géopolitique pas facile. Et on se demandait, est-ce que c'est vraiment le bon moment de rentrer en bourse ? C'était aussi la question qu'on posait à ce moment-là. On pouvait se poser la question, effectivement, parce que la visibilité n'était pas non plus très, très claire sur la fin de l'année 2022. On s'attendait aussi à quelques difficultés sur l'approvisionnement énergétique. Tout ça n'était finalement pas évident. Et au milieu de ce contexte, pointe le bout du nez d'une nouvelle offre de gestion, l'offre du PEA profilé. Finalement, alors on a eu l'occasion tout au long de l'année 2023 de se rencontrer, Laurent. J'invite tous les gens qui nous regardent ce soir à regarder les Bourses au Focus. Dans la rubrique vidéo, il y a une page dédiée et vous verrez que trimestriellement, on fait le point avec David Olivier sur le contexte de marché et aussi les impacts que ça va sur votre façon de gérer effectivement ce PEA profilé, David Olivier. C'est ça, exactement. Il y a eu un certain nombre d'événements de marché qui ont jalonné l'ensemble de l'année 2023. L'année n'a clairement pas été linéaire. On a eu beaucoup de surprises, mais bon, j'aurai, je pense, l'occasion de revenir vous voir début 2024, si vous m'invitez, Laurent, absolument. pour faire le bilan de l'année 2023 et puis parler des perspectives à ce moment-là. Moi, l'intérêt aujourd'hui, c'est l'objectif que l'on a tous, c'est dans ce webinaire, c'est de parler de l'offre, d'être le plus transparent possible, le plus concret, et puis essayer de lever tous les doutes, toutes les interrogations que les clients peuvent avoir sur cette offre. Ce que je souhaiterais, c'est quand même qu'aujourd'hui, c'est de parler des performances, puisque enfin, on a la possibilité de parler des performances. C'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est quelquefois, il y a des règles qu'on doit respecter. Voilà, exactement. On a un cadre réglementaire qui est assez rigide. Et ça y est, au bout d'un an, on a cette possibilité de le faire. Donc, sans forcément faire faire trop de teasing, mais tout à l'heure. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais les performances sont positives et je serais ravi de pouvoir les détailler portefeuille par portefeuille. Bon voilà, petit teasing, gros teasing de la part de David Olivier, mais vous le savez, ces webinaires, ce sont aussi des moments de pédagogie. C'est l'occasion de rappeler aussi pour les gens qui découvriraient cette offre ce soir, de rentrer dans les grandes lignes et puis avant même de rentrer dans l'offre, de revenir sur ce qu'est le PEA, ses grandes caractéristiques, son fonctionnement. Et ça, c'est vous, Thomas, qui allez nous l'expliquer. Tout à fait. Donc effectivement, le PEA, c'est ce qu'on appelle une enveloppe d'investissement, c'est-à-dire c'est une enveloppe fiscale qui va permettre d'investir. Donc le PEA, pour faire un petit historique, ça a été créé en 92 par le législateur qui souhaitait encourager
l'actionnariat populaire qui est très peu développé en France par rapport à d'autres pays Européen, voisins comme l'Allemagne oui. ou même par exemple aux États-Unis. Bien sûr. Et donc l'idée c'était à l'origine donc, de favoriser l'actionnariat dans les valeurs françaises, donc de permettre d'investir dans les valeurs françaises avec un avantage fiscal à la clé. Cet univers d'investissement, il a été élargi par la suite à toutes les entreprises qui ont leur siège dans un État de l'Union européenne et aussi à toutes les valeurs donc de type OPCVM, ETF qui respectent également ces règles. Donc aujourd'hui, le PEA il existe sous 3 déclinaisons. Donc on a le PEA PME qui l'a complété en 2014, qui permet d'investir plutôt dans les petites valeurs. Et enfin, le dernier né, le PEA jeune, qui est finalement ni plus ni moins qu'un PEA, mais que l'on peut ouvrir dès 18 ans, puisque avant le PEA n'était pas accessible si on était toujours sous le foyer fiscal de ses parents. Donc maintenant, dès 18 ans, on peut ouvrir un PEA. Et donc très concrètement, donc le PEA, c'est composé de 2 poches. Une poche dans laquelle vous allez l'alimenter avec des euros, et ensuite une poche de titres. Donc avec les euros, vous allez pouvoir acheter des titres ou bien des titres vifs ou bien des OPCVM ou bien le PEA profilé. Et donc l'alimentation de cette poche espèce est limitée à 150 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez verser jusqu'à 150 000 euros. Sachant que le PEA moyen en France est valorisé à 15 000 euros, il y a encore un peu de marge Il y a un peu de pour marge, la plupart des épargnants. Ouais. Mais en tout cas, donc 150 000 euros, c'est déjà une belle somme. Oui. Et sachant que ce n'est qu'un plafond de versement, si vos investissements sont performants, C'est ce qu'on fructifient, espère. exactement, c'est ce qu'on souhaite à tous. Et sur le très long terme, la plupart des marchés actions sont plutôt positifs. Le plafond de valorisation, lui, est illimité. D'accord. Donc en fonction des performances que vous aurez, potentiellement, on peut avoir des PEA qui sont valorisés à plusieurs centaines de milliers d'euros, de millions. Et d'ailleurs, tant que vous ne sortez pas de votre PEA, donc par exemple les dividendes ou les reventes vont rester dans la poche espèce et vont pouvoir eux aussi alimenter cette poche espèce. Donc l'univers d'investissement, on en a parlé, c'est tous les titres de l'Union européenne. Et donc plus spécifiquement, ce qui est intéressant chez Boursorama, c'est que donc vous avez l'offre Bourse Market avec une centaine d'ETF et d'OPCVM qui sont accessibles sans aucun frais de courtage. Donc ça, c'est déjà une façon d'investir sans beaucoup de frais. Et on a ce PEA profilé dont on va parler aujourd'hui. Oui. Et c'est une offre unique sur le marché puisque aujourd'hui, on peut cumuler gestion libre et PEA profilé au sein du PEA Boursorama. Donc maximum de souplesse. Vous le disiez, il y a le PEA jeune qui existe. Justement, on avait reçu une question de Timothée au moment de l'inscription qui nous demandait quels sont les avantages d'un PEA comparé à un compte titre pour un jeune diplômé débutant dans la vie active. Alors l'avantage principal par rapport à un compte titre, c'est la fiscalité. Ouais. Puisque, en fait, au bout de 5 ans, votre PEA n'est plus soumis à ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique de 30%, mais à partir de 5 ans, tout gain, donc tout ce que vous allez sortir du PEA, ne sera imposé qu'à 17,2% versus les 30% d'un compte titre. Ouais. Donc vous avez un avantage fiscal lorsque le PEA a plus de 5 ans. Et donc c'est pour ça notamment qu'il faut ouvrir son PEA au plus vite. C'est ce qu'on dit tout le temps, et les gens se disent mais qu'est-ce que c'est prendre date, ça veut dire quoi en fait? En fait, le compteur de 5 ans ne court pas à partir du moment où vous faites votre premier investissement, il compte à partir du moment où vous ouvrez l'enveloppe du PEA. Chez Boursorama, vous pouvez ouvrir un PEA à partir de 10 euros. Oui. Donc vous pouvez alimenter, il suffit de 10 euros pour déclencher votre compteur fiscal. Donc même si vous n'avez pas aujourd'hui les moyens d'investir, c'est toujours une bonne chose de prendre date. Comme ça, vous commencez à faire courir le compteur. Le délai, et peut-être que dans 5 ans, vous aurez un peu plus de moyens pour investir. Et là, vous pourrez jouir à plein des avantages du PEA. Et voilà, même quand on est jeune étudiant, qu'on n'a pas forcément des grosses sommes à investir, ce qu'on comprend tout à fait, eh bien, on peut ouvrir un PEA avec une somme modique et on commence à faire courir le compteur. Vous l'avez dit, c'est cet avantage fiscal, il est effectivement très intéressant. L'occasion peut-être de refaire un point en général sur la fiscalité. On sait que nos clients sont très demandeurs de ça et de bien préciser les choses. Tout à fait. On a une page pour ça. C'est vrai que la fiscalité française, elle est assez complexe. Vous avez le sens de la litote, Thomas. Voilà. Les textes de loi évoluent et sont compliqués. Mais il y a une chose qui est certaine, en fait, c'est que donc là, on a un petit panorama qui n'est pas du tout exhaustif parce qu'on a un nombre de niches fiscales et un nombre de cas particuliers qui est très important en France. Ouais. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, donc, les revenus du travail sont imposés selon un barème progressif. Donc à partir du moment où vous gagnez plus de 28 000 euros dans l'année à peu près, chaque euro supplémentaire que vous gagnez par le travail sera imposé à 30%.
Pour les revenus fonciers, donc si jamais vous avez des investissements immobiliers, ils viennent s'ajouter à vos revenus du travail, donc ils sont imposés eux aussi à ce barème progressif. Donc chaque euro supplémentaire porte on va dire une charge fiscale qui est plus importante. Alors que les revenus du capital, eux, sont, donc depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, sont un peu plus simplifiés, puisque le régime commun, finalement, c'est 30% d'imposition. Sur un compte titre, vous serez imposé à 30% à tout moment. Sur une assurance vie, c'est un peu spécifique parce qu'il y a des règles qui sont très différentes suivant le moment du versement, le plafond de retrait, etc. Mais ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'il y a des cas particuliers dans lesquels vous pourrez être imposé à 17,2. C'est les retraits au-delà de 8 ans, en dessous de X milliers d'euros, pour schématiser. Ouais. Alors que finalement, le PEA de plus de 5 ans, c'est finalement la fiscalité la plus simple et l'une du coup des plus douces en France, puisque chaque euro que vous allez gagner avec un PEA de plus de 5 ans sera imposé à 17,2. Finalement, les seuls euros qui sont moins imposés, ce sont les 28 000 premiers euros que vous gagnez avec le travail, qui sont imposés à 0 ou 11%. Après, chaque euro supplémentaire que vous gagnez sera imposé à plus de 17,2, sauf avec le PEA. Bon, ils ont de l'humour, hein, nos clients, parce que j'ai des questions qui tombent en direct, qui sont de Chris, et question de money doesn't make you happy. Voilà, il se reconnaîtra. Même question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs PEA dans plusieurs banques ? Alors non, le PEA, c'est une enveloppe, on peut avoir un PEA par personne. En revanche, on peut avoir un PEA et un PEA PME. Et comme on l'a dit, donc, au sein d'un foyer, on peut avoir un PEA par personne et aussi un PEA maintenant par personne qui a plus de 18 ans. Donc c'est un seul PEA qu'on peut cumuler avec un PEA PME, mais au sein d'une cellule familiale, par exemple, on peut ouvrir un PEA pour tout le monde. Retenons une règle simple, un seul PEA par personne. On ne peut pas en ouvrir partout, dans toutes les banques, pour tester différentes formules. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme l'assurance vie. On était sur cette question de Timothée, l'intérêt du PEA contre le compte titre. Vous l'avez dit, l'avantage c'est la fiscalité. Et vous avez même des petits exemples chiffrés pour montrer un petit peu comment ça joue potentiellement sur la plus-value. Hein. Exactement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc dans le match PEA compte titre, donc, le compte titre a cet avantage de l'univers d'investissement, puisque sur un compte titre, par définition, vous allez pouvoir tout mettre. Donc, vous n'êtes pas limité, on va dire, à l'Union européenne. Donc, vous allez pouvoir investir sur des valeurs américaines, sur des valeurs du monde entier, même sur des typologies de produits un peu spécifiques. Donc, ça, c'est effectivement un gros avantage pour le compte titre. En revanche, dans la mesure où la fiscalité est différente, si vous voulez avoir une performance avec votre compte titre qui est supérieure à celle du PEA, comme vous avez on va dire un poids fiscal plus important, voilà, il faut que vous soyez sûr que vous allez beaucoup performer finalement vos investissements. Alors c'est possible, hein, parce qu'il y a des valeurs en compte titre qui sont très attractives. Et puis on va parler des valeurs américaines, de la tech, hein, des Magnificent Seven. Voilà, mais on sait que ça peut aller dans les deux sens. Mais globalement, là, avec cet exemple, ça nous montre que finalement, plus vous avez une performance brute qui est importante, plus finalement ce poids des 30% versus les 17,2 va être important et vous allez devoir du coup générer une performance additionnelle si vous investissez en compte titre sur un. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les valeurs qui sont éligibles au PEA, c'est vraiment important de les investir au sein du PEA puisque c'est quand même beaucoup plus attractif. Et après, pour les valeurs qui ne sont pas éligibles au PEA, il faut faire un peu ce calcul, c'est-à-dire est-ce que vous estimez que vous allez vraiment pouvoir surperformer une valeur PEable pour que votre performance nette à la fin soit supérieure. Supérieure ou identique. On en profite, hein, même si c'est question aussi de Rama. Est-ce qu'il est possible d'avoir un compte titre et un PEA ? Ça, oui, il n'y a pas de Tout à fait. On peut même avoir autant de comptes titres qu'on veut, dans autant d'établissements qu'on veut. Ça, compte titre, il n'y a pas de souci. PEA, c'est un par personne. Je regarde parce qu'il y a plein de questions qui tombent, c'est super. Dans le PEA et le PEA profilé, y a-t-il... une question intéressante de qui vise dans le PEA et le PEA profilé, y a-t-il une obligation de dépôt mensuel ou même annuel ? Est-ce qu'il faut mettre au pot comme ça régulièrement ? On peut, c'est même mieux, on aurait envie de dire. Mais est-ce que c'est obligatoire ? On conseille toujours effectivement d'investir progressivement sans y penser pour ne pas avoir à subir sa propre psychologie et puis même pour avoir un point d'entrée un peu lissé. En revanche, non, il n'y a pas d'obligation. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut être intéressant d'ouvrir pour prendre date au plus tôt, même si on n'a pas les moyens d'investir. C'est pas comme par exemple le PEL où vous êtes obligé de verser 45 € tous les mois sous peine, on va dire, de se voir clôturer son PEL. Non, le PEA, c'est conseillé si vous le pouvez. Et d'ailleurs, sur le PEA profilé, il y a une façon de mettre en place des versements programmés qui est très simple.
mais c'est en aucun cas une obligation si jamais vous n'avez pas les moyens et vous n'avez pas l'envie de le faire de façon régulière. Encore une bonne raison d'ouvrir un PEA ce soir si vous n'en avez pas. Enfin, moi, je dis ça. Voilà, donc on a parlé des grandes caractéristiques du PEA et là, à ce moment du webinaire, on peut se dire, OK, mais qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de basculer ou de choisir d'emblée la gestion, le PEA profilé, justement, Thomas? Alors, donc ce qui peut être intéressant à la gestion profilée, c'est donc effectivement cet univers d'investissement en fait, du PEA qui est très large. Ça peut être compliqué de vouloir être son propre gérant, de vouloir faire son stock picking avec ses propres valeurs, de devoir suivre les marchés régulièrement. Il faut des compétences. Voilà, Il faut être un peu étanche au stress aussi. Exactement, voilà. Donc, en fait, c'est confier à un professionnel de l'épargne la gestion de son portefeuille, de son investissement pour être un peu plus tranquille. Et ce qui est encore mieux avec le PEA, c'est que vous pouvez, dans le PEA profilé, vous pouvez à la fois donc, confier une partie de votre épargne à un gérant pour on va dire, une poche de votre épargne. Mais souvent, dans ce type d'offre, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui. Donc, si vous voulez à côté acquérir une valeur spécifique, c'est un peu plus compliqué, ça oblige d'ouvrir d'autres enveloppes pour le faire. Là, ce qui est bien avec le PEA profilé, c'est que vous pouvez donc avoir cette version pilotée, tranquille, sans stress, et vous pouvez quand même, si jamais il y a des opportunités de marché qui vous tentent ou des produits qui vous tentent, pouvoir aller aussi vers ces opportunités. Ouais, ça c'est très bien. Et je crois qu'on a une slide aussi qui rentre un petit peu plus dans le détail avec plein de zéros. C'est le genre de slide qu'on aime bien généralement. Exactement. Chez Boursorama, chez Boursorama. Ça résume un petit peu donc, les caractéristiques de cette gestion profilée. Donc chez Boursobank, la gestion profilée. On s'y fait toujours pas, voilà. Ça va venir. Donc pour ouvrir un PEA, c'est 10 € minimum. Le versement minimum sur une gestion profilée, donc c'est 100 €. Oui. Après, vous pouvez mettre en place des versements programmés à partir de 20 € par mois. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc c'est très simple. C'est une fois, vous choisissez donc le montant du versement. Et après, vous pouvez aussi le stopper à tout moment. Mais si vous ne faites rien, tous les 5 du mois, vous avez 20 € qui sont investis. C'est une très bonne façon d'investir régulièrement, sans stress, et pour lisser aussi votre point d'entrée sur les marchés. Oui. Et on voit aussi effectivement les quelques zéros, puisque c'est une offre en fait, dont la structure de frais est très simple, parce que vous n'avez pas de frais d'adhésion, pas de frais de sortie, pas de frais sur versement, pas de frais de changement de profil. C'est une question qu'on a souvent, ça aussi. Finalement, les seuls frais que vous avez, ce sont des frais de gestion qui sont intégrés à la valeur du fonds, donc c'est-à-dire que le gérant se rémunère sur la performance du fonds, et donc la performance que vous touchez est nette de frais, les frais sont payés en amont. Bon, très clair. Question auxquelles on a peut-être déjà répondu, mais c'est pas grave, on est là pour que tout soit bien clair ce soir. Un PEA classique peut-il être aussi profilé? Bah oui, c'est ce que vous venez de nous dire, puisqu'on peut avoir les deux possibilités. Le PEA profilé s'applique-t-il au PEA PME? Alors non, le PEA profilé est uniquement donc, sur le PEA. Donc la raison, c'est que l'univers d'investissement du PEA PME répond à des règles assez strictes. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'offre puisque ce sont uniquement des petites valeurs. Oui. Et ça rend plus compliqué le travail d'un gérant pour faire une offre packagée sur uniquement cet univers de valeurs. Donc pas encore pour le PEA PME, pour le PEA uniquement. Et question de Patrick qui retombe, dans le PEA, il peut donc y avoir une partie en gestion libre et une partie en gestion profilée. C'est un grand oui, voilà. On peut tout à fait avoir les deux. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation des grandes lignes du PEA. Juste un petit complément peut-être. En ce moment, pour les personnes qui ne seraient pas encore clientes, donc, pour le PEA, vous pouvez aussi le transférer donc, chez Boursobank. Bien sûr, on avait une question d'ailleurs. On rembourse 2 fois les frais de transfert et on a un parcours de mobilité bourse qui est très simple, puisque on s'occupe de tout. La seule chose que vous avez à nous fournir, c'est le l'IBAN de votre PEA d'origine. Oui. Après, le délai peut être plus ou moins long suivant votre banque d'origine, mais vous n'avez rien d'autre à faire que remplir ce parcours. Et aussi sur le PEA profilé, donc en ce moment, on a une offre de versement, donc on a 50 € offerts c'était ça votre petit pour 1 000 € investis sur le PEA profilé et 100 € pour 3 000 € investis. Donc et les frais de transfert, vous avez dit doublement remboursés? Les frais de transfert sont doublement remboursés par Boursobank. Et petite précision pratico-pratique, il y a bien un IBAN sur votre PEA, même si parfois on vous dit le contraire ou qu'il n'existe pas. Il existe, donc il faut, n'hésitez pas à le demander. Pas d'autre offre commerciale à nous, non? Pas une petite dernière pour offre de transfert, offre spécifique sur le PEA profilé pour les 1 an et pour permettre d'avoir un petit incentive à l'investissement.
Alors, c'est 50 € pour 1000 €, hein, c'est ça? 50 € pour 1000 € et 100 € pour 3000 €. Et 100 € pour 3000 €. Voilà, les chiffres sont clairs. Si on dit des bêtises en régie, n'hésitez pas, mais je pense que c'est ce qu'on avait dit. Voilà, on connaît maintenant on est revenu sur les grandes lignes du PA. On est rentré un petit peu dans le détail du PA profilé. Ce PA profilé, on le fait avec Amundi, je l'ai dit au début, leader européen de la gestion d'actifs. Bon, c'est un portrait synthétique. David, je suis sûr que vous allez pouvoir ajouter un petit peu de corps à ce que je viens de dire. Bien sûr. Merci Laurent. Et je tiens à réitérer le fait que nous sommes ravis d'être sur ce plateau et aussi que nous remercions tous les clients qui ont su nous faire confiance et qui nous font confiance dans le cadre de cette offre de gestion profilée dans le PEA. Donc un petit rappel, Amundi, c'est le premier gérant européen, vous l'avez rappelé. Nous sommes situés dans le top 10 mondial. Top 10 mondial. Pourquoi? Parce que nous gérons plus de 1973 milliards à fin septembre. D'accord. Donc ces encours, c'est un très gros chiffre qui en fait se répartit sur plus de 100 millions de clients. Donc nous gérons l'épargne de 100 millions de clients et donc c'est vraiment dans notre ADN de gérer l'épargne des clients particuliers au sein d'Amundi. Donc, au sein d'Amundi, nous avons une gamme d'expertise complète. Nous gérons ce qu'on appelle la gestion active des fonds. Notamment, c'est ce que fait David Olivier Azoulay dans le cadre de cette... On va le cuisiner pour savoir. Voilà, exactement. Et nous avons de la gestion passive. Donc, ce qu'on entend des ETF notamment, et aussi des actifs réels. Et donc, à travers ces trois grandes classes, on est capable d'investir dans les actions, dans les taux, dans du crédit, dans même de l'immobilier, d'autres classes d'actifs comme la dette privée, le private equity, etc. Dans le cadre de cette offre PEA profilée, il y a des contraintes réglementaires et de gestion, et donc David Olivier y reviendra. Je tiens également à rappeler que l'investissement responsable fait partie d'un des piliers fondateurs d'Amundi. On a eu des questions, on y répondra sur le sujet. Voilà, donc ça c'est important. Et puis pour finir, et je sais que David Olivier y reviendra plus tard, dans le cadre de cette offre, et notamment nos gérants globalement chez Amundi, s'appuient sur trois équipes très importantes. La première, c'est Amundi Institute. David Olivier en a déjà parlé pendant les revues de portefeuille. Donc c'est une équipe d'une 50aine de personnes, des macroéconomistes qui vont modéliser, qui font des scénarios, de l'économie, des marchés, voilà, sur l'inflation, l'évolution des taux, etc. Et qui vont donner des indications et des convictions de notre maison sur les marchés. La deuxième équipe, c'est une équipe de sélection de fonds externes, donc qui va rechercher les meilleurs fonds de la place dans lesquels David Olivier va pouvoir investir. Et la troisième équipe, la dernière, c'est une équipe, c'est notre offre qui est très très large, à la fois en fonds actifs et je disais Amundi ETF en offre de sous-jacents qui vont permettre d'implémenter nos convictions à travers le PEA profilé notamment. Bon, voilà, le savoir-faire d'au moins 3 équipes et de plus au service de ce PEA profilé. Mais l'homme qui s'occupe de tout ça, il est là sur le plateau avec nous, David Olivier. On va rentrer dans le détail de ce PEA profilé. On voulait commencer, on va revenir sur les mandats et autres, mais peut-être préciser aussi sur les différents mandats, les bandes d'exposition action, parce que ça détermine un petit peu du type de mandat qu'on va choisir. Exactement, c'est très important ce point parce que en fait, l'offre de gestion PEA profilée, c'est une offre un peu complète. Elle est composée de 4 profils de risque. Et en fait, ces profils, ils sont en adéquation avec la sensibilité au risque du client, l'objectif patrimonial et l'horizon de placement. Ces 3 éléments, on les retrouve finalement dans le fameux questionnaire que l'on fait à chaque fois qu'on veut investir dans une offre. Et qu'on trouve un petit peu rébarbatif. Allez, mais finalement, il est utile, il est même capital, parce que c'est lui qui va vous permettre de se dire, tiens, quel est le risque que le client est prêt à prendre, quel est finalement, encore une fois, son horizon de placement, combien de temps il est prêt à laisser ses actifs sur ses enveloppes. Et en fonction de ces éléments-là, on va pouvoir proposer différentes offres. Donc encore une fois, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du PEA profilé, c'est son nom, mais c'est une offre de gestion. Ce n'est pas un PEA à proprement parler. On l'intègre dans le PEA, mais c'est une offre de gestion PEA. C'est pour ça qu'en fait, on arrive à avoir ce PEA profilé à côté
d'autres actifs que les clients peuvent avoir. Et j'ai vu des questions, on a préparé cette interview ensemble, hein. J'avais vu une question d'un de nos auditeurs qui nous posait, voilà, j'ai du air liquide, j'ai du LVMH, j'ai des positions en titre vif dans mon PEA, si je rentre en gestion profilée, est-ce que je dois vendre? Bah oui. Et non, parce qu'on est vraiment sur une offre de gestion qui rentre dans l'enveloppe du PEA, mais qui est une offre à part entière. Et donc ces offres, elles sont composées donc, de 4 profils, vous les avez peut-être Pour à montrer l'écran. les bornes à l'écran, voilà. Super, Voilà, merci. et les bornes, donc pour le PEA profilé offensif responsable, c'est une offre assez particulière parce qu'on a voulu avoir justement quelque chose de plus ESG, de plus responsable dans ce portefeuille-là. Je viendrai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. En tout cas, il a un profil offensif, donc c'est-à-dire que les bornes d'action de ce portefeuille se situent entre 85 et 100% d'actions. Aujourd'hui, ce matin, j'étais à 92% Ah, c'est d'actions. précis. Voilà, c'est précis. J'ai même envie de vous dire cet après-midi parce que j'ai même passé des ordres quelques heures avant de venir sur ce plateau. On a un autre profil qui est assez différent, plus proche du profil équilibre. Dans sa composition, c'est le profil dynamique. Les bornes d'exposition, c'est entre 60 et 100% d'actions. Ce profil, il a comme similitude avec le profil équilibre, c'est d'avoir une orientation internationale. D'accord. On a, non pas qu'on n'est pas responsable dans ce portefeuille, bien au contraire, puisque chez Amundi, notre offre est soumise à des règles, des critères ESG exigeants exigeants dans la la matière. matière, Ne vous inquiétez pas. mais on n'est pas sur... voilà, ça ne fait pas partie de la philosophie de cet investissement. Mais là, on a plutôt voulu se concentrer sur une offre plus internationale, ce qui est quand même assez particulier dans un PEA. Hein, ça, parce que pour que les clients s'y retrouvent, attendez, on vient de important, faire un Laurent, webinaire, c'est important. on nous explique qu'il y a des actions européennes, et là, il nous parle d'exposition internationale, le gérant. Mais où va-t-on? Ça vaut le coup d'expliquer un petit peu. Alors, c'est vrai que j'avais peut-être prévu d'en parler un peu plus tard, mais on peut en parler. Le PEA profilé dynamique et le PEA profilé équilibre ont une allocation internationale. On utilise donc le savoir-faire justement des équipes que David Meckler a précisé tout à l'heure. C'est les équipes ETF qui ont justement créé un certain nombre de supports d'investissement en ETF qui sont PEables, c'est-à-dire qu'on peut remettre dans le portefeuille, les intégrer dans le PEA, voilà. mais qui ont la possibilité d'investir sur d'autres zones géographiques que la zone euro. Et donc, dans ces portefeuilles, vous allez avoir une allocation internationale avec des US, des pays émergents, du Japon, et on est même capable d'être investi sur des supports obligataires. Ce qui n'est pas non plus commun à un portefeuille qui se nomme plan d'épargne en action. Oui. Et donc voilà, aujourd'hui, sur le dynamique, on a une allocation à 82%. Sur le PEA profilé équilibre, c'est un portefeuille sur lequel on va avoir une allocation action entre 30 et 80% d'actions, donc 80 maximum, 30 minimum. Aujourd'hui, on a 53% d'actions dans ce portefeuille. Et enfin, le PEA profilé prudent, qui est une alternative, qui vise à bénéficier des potentiels de marché, mais en ayant une approche quand même assez conservatrice dans son allocation. Ouais. Ce portefeuille, ça va entre 0 et 20% d'actions. Et là, je suis assez précis, on a 14,5% d'actions dans ce portefeuille aujourd'hui. Voilà les grandes lignes sur ces bandes d'exposition des portefeuilles PEA profilés. Bon, ça c'est une première étape, mais là aussi les gens qui nous regardent se disent, bon, très bien, mais comment vous les gérez concrètement au quotidien, ces mandats? Parlez-nous, faites-nous partager votre vie de gérant, David Olivier. Comment ça marche? Comment à un moment vous décidez de sélectionner un fonds pour intégrer cette offre de PEA profilé ou d'en sortir un autre, par exemple? Exactement. Alors, la vie de gérant, ça commence... Elle est palpitante. Elle est palpitante. Elle est palpitante, la vie de gérant. Déjà, elle commence un peu avant l'ouverture des marchés, de manière, on va dire, quotidienne. On a des réunions au sein de l'équipe, on fait des morning meetings, les réunions du matin où on va regarder un peu les notes des analystes. Donc on a des données qui nous viennent justement d'Amundi Institute, quelques données qui sont traitées à ce moment-là. On a également les notes des brokers, donc ce sont des intervenants sur les marchés, notamment les marchés actions, qui nous donnent également un peu d'informations sur ce qui se passe sur le marché. Avant la fin de la matinée, c'est-à-dire avant midi, je vais passer certains ordres sur des fonds, des OPC, puisque nous sommes dans une offre fonds de fonds. D'accord. J'avais déjà eu l'occasion de le préciser, mais c'est important pour nos clients de le savoir. C'est un fonds commun de placement qui investit lui-même dans des fonds. D'accord.
Et donc, j'ai des contraintes qui sont celles de passer mes ordres avant un cut-off, c'est-à-dire une heure sur laquelle je ne peux plus passer mes ordres. Et généralement, c'est avant midi. Et l'idée que j'ai voulu aussi mettre en avant dans ces offres, c'est d'avoir la possibilité d'investir dans des ETF, parce que les ETF, ils sont traités toute la journée. C'est traité en continu. Oui. Et donc, même après midi, avec, par exemple, les souscriptions rachats qui auraient pu avoir lieu dans la journée, j'en ai connaissance autour de 14 heures, eh bien, je peux ajuster encore les portefeuilles en fonction de ces souscriptions rachats. C'est pour ça que j'ai passé des ordres encore tout à l'heure, suite à des souscriptions. Ça, c'est vraiment la journée classique, quotidienne. Après, je ne fais pas que ça. On a également plein d'autres activités, notamment préparer un webinar, par exemple. Et on va dire, par contre, d'une manière un peu plus continue, au cours de la semaine, on va avoir des jalons importants. 2 fois par semaine, on a des comités d'investissement dans lesquels, là, on va aller un peu plus loin dans notre recherche et on va s'appuyer à ce moment-là, de manière plus concrète, sur les données d'Amundi Institute, puisque en fonction des grandes données qui auront été publiées au cours de la semaine, j'entends là les chiffres de l'emploi, décisions des banques centrales qui font beaucoup réagir, des données sur l'emploi ou autres, vont peut-être avoir une incidence sur le scénario économique que Amundi Institute aura fait. Et donc, à partir de ces éléments-là, on va décider peut-être de renforcer ou d'alléger une position du portefeuille, voire peut-être même solder une position pour introduire une autre. Et donc, tout ça, ça se base dans le cadre de ce comité d'investissement sur une méthodologie d'investissement. Oui. Alors, en anglais, ça sonne très bien. On peut remonter à l'écran cette slide avec ce triangle inversé. Là. C'est ça. On appelle une approche top-down. Oui. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ouais. Bon, sinon, on peut dire la technique de l'entonnoir. Ouais. C'est un peu plus franchouillard, mais ça marche bien aussi. Ouais. Et donc, en fait, clairement, on part du scénario macroéconomique. Hein, c'est les tendances d'investissement et c'est ce scénario qui nous est communiqué par Amundi Institute. À partir de ce scénario économique, on va déterminer l'allocation stratégique d'actifs. Donc, est-ce que l'on va être enclin à vouloir avoir du risque dans le portefeuille, mettre un poids plus important d'actions dans le portefeuille, et ça va s'ajuster au fur et à mesure du temps. Une fois qu'on a déterminé cette stratégie d'allocation d'actifs, on va se concentrer sur les zones géographiques ou les secteurs sur lesquels on souhaite être investi. Alors, on va le faire très simplement, mais on a aussi des biais de style qui peuvent apparaître. Est-ce qu'on est un peu plus croissance? Est-ce qu'on est un peu plus value? Bon, c'est un peu du jargon c'est du jargon de gérant, mais en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on va prendre un fonds qui est un peu en tendance par rapport à un cycle économique. Où est-ce qu'on se situe dans le cycle économique? Et par rapport à cette situation, on va prendre peut-être des fonds qui auront un style qui soit le plus adapté à cette situation. En tout cas, au final, au bout de ce schéma, vous arrivez sur la sélection des OPCVM, des SICAV ou des ETF que l'on introduira dans le portefeuille. Donc vous voyez, on a toute une méthodologie qui est assez complexe. Hein. C'est vrai qu'effectivement, c'est ce qu'on le disait, gérant, c'est un métier. Alors nous, on ne fait que ça, contrairement peut-être à nos clients qui sont seuls face à leur écran et face à l'actualité. Ce n'est pas toujours facile d'appréhender l'ensemble des données qui sont communiquées. C'est vrai que nous, on a la chance d'être appuyés par ces équipes et ça nous permet quand même d'être plus à même de peut-être prendre les décisions avec peut-être aussi moins de sentiments que le feraient nos clients. Il y a peut-être une case qui manque dans ce schéma, j'y pense maintenant, mais on a également une gestion du risque qui se trouve quasiment au niveau du portefeuille. Et on est appuyé aussi par des équipes de risque qui sont là pour toujours déterminer que le portefeuille est bien construit et qu'il est surtout qui respecte en fait des bornes d'allocation, des bornes de volatilité. La volatilité, on l'a déjà expliqué. L'amplitude des mouvements. Hein. Voilà, tout ça. On l'a vu ensemble lors du dernier Bourse Focus. Effectivement, voilà, les marchés, lorsqu'ils bougent, ça peut avoir des incidences. Il faut qu'on vérifie que le portefeuille puisse capter cette volatilité et pas trop être pénalisé par cette volatilité aussi. Il y avait cette question d'Alexandre qui était tombée au moment de l'inscription. Cette offre de gestion profilée fait-elle l'objet de frais de gestion supplémentaires?
Que pouvez-vous nous dire des stratégies de gestion? Avec quelles méthodes les arbitrages d'allocation sont-ils faits et quels sont les types de produits ciblés? Je pense qu'on a répondu à quasiment toute la question, sauf peut-être la première, les frais supplémentaires. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Enfin, si c'est moi qui... allez. Et peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que j'ai entendu le gérant prend 1,46% de frais de gestion. En fait, ces frais de gestion intègrent aussi les frais d'investissement, puisque les frais de gestion, ça concerne aussi les sous-jacents. Investissement dans les fonds, c'est ça? Exactement. Donc ça ne revient évidemment pas au gérant, puisque c'est la société de gestion que je représente aujourd'hui qui bien sûr... non, on a une question. Combien est rémunéré le gérant ou ce genre de choses. On y viendra. On posera toutes les questions ce soir. Transparent, on a dit qu'on était ce soir. Il faut avoir en tête sur les frais, c'est que on a ces frais de gestion donc on a une performance qui est de frais donc qui sont prélevés avant la performance. C'est aussi une offre sur laquelle on n'a aucun frais de courtage. À partir du moment où le client met en place son investissement, les seuls frais qui vont être payés, donc il n'y a pas de frais de... Parfois, le passage d'ordre peut être coûteux suivant le type de valeur ou suivant certains critères de place de marché d'exécution, etc. Avec cette offre-là, on n'a aucun frais de courtage. Donc les seuls frais qui sont appliqués sont les frais de gestion. Bon, très clair. On a une question de Heng Xuan en direct. Que veut dire offensif responsable? Et ça me donne l'occasion de rebondir sur pas mal de questions qui ont été posées au moment de l'inscription. On va faire un gros point justement sur l'investissement responsable, puisqu'on l'a évoqué incidemment, mais je pense que c'est bien parce que Alexis nous demandait est-ce que les choix de profil ont des critères de sélection éthiques ou durables? Et on a même cette question beaucoup plus précise de Martine. J'aimerais un PEA investissant de manière éthique, placer mon argent sur des compagnies n'utilisant par exemple pas les énergies fossiles. Elle nous précise, Martine, maison mère, filiale, sous-traitant des pays du Sud émergents, donc c'est très complet, c'est très exigeant. Et en accord avec les pactes des Nations Unies, peut-on investir dans des ETF labellisés ISR, ESG et ou Finansol Greenfin? Alors pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers, ce sont des labels, différents labels d'investissement durable ou solidaire. Si oui, comment s'appelle ce PEA? Alors ce PEA comme ça, moi on va rester sur le PEA profilé et j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous intégrez justement ces critères de durabilité d'investissement responsable. Oui. Avec peut-être justement ce focus, puisqu'il porte ce nom d'offensif responsable pour répondre à la question d'Heng Xuan. Alors merci Heng Xuan, merci Alexis et Martine pour ces questions. Je suis ravi que vous me posiez cette question puisque les sujets ESG sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Comme l'a rappelé David tout à l'heure, Amundi, à la création du groupe en 2010, l'ESG était au cœur de notre histoire de croissance. Donc ESG, on rappelle, critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, c'est les critères qu'on évalue quand on veut regarder la qualité extra-financière d'un investissement. Exactement, tout à fait. C'est ces points-là qui sont particulièrement regardés, et notamment au sein du groupe Amundi. L'investissement responsable, c'est un de nos piliers fondateurs, on l'avait vu. On a des engagements dans notre investissement qui sont donc au niveau de l'analyse ESG, mais pas seulement. On a également des méthodes d'intégration des critères ESG, que ce soit sur la politique d'exclusion, c'est-à-dire on ne souhaite pas avoir un certain nombre de valeurs, de titres qui ont une note qui n'est pas satisfaisante pour nous pour rentrer dans le cadre de la gestion. On a également des méthodes d'investissement au niveau des votes, c'est-à-dire qu'Amundi participe à un certain nombre d'assemblées générales et décide donc de prendre son rôle d'actionnaire pour décider ou non certaines résolutions au sein de ces compagnies. Quand on a créé cette offre spécifique du PEA profilé avec Boursorama à l'époque, qui est Boursobank aujourd'hui, on a eu le souhait en fait de proposer à nos clients qui avaient peut-être révélé ce souhait, cette appétence sur la durabilité, sur des offres responsables, d'avoir un profil qui se dégage peut-être un peu plus des autres sur cet engagement que le groupe pouvait avoir sur ces critères ESG. Et donc, assez naturellement, cette offre s'est construite. Et on a voulu aller assez loin dans nos critères, puisque aujourd'hui, l'offre offensif responsable est composée uniquement de fonds, article 8 et article 9, au sens du règlement disclosure, donc SFDR. Ce sont des fonds qui ont justement dans leur prospectus un engagement. On dit parfois vert et vert foncé pour voilà, exactement. leur durabilité. Je pense que c'est
sûrement plus clair de le dire comme ça. C'est très bien résumé. Et voilà, on est sur ces offres les plus vertes, avec ces fonds, article 8, article 9. Mais on ne s'est pas arrêté uniquement à ça, puisqu'on a également souhaité, et c'est vraiment dans le prospectus, donc c'est dans nos critères d'investissement, que les fonds qui sont sélectionnés soient au minimum à 90% investis sur des fonds labellisés. Oui. Et donc on avait choisi le label français, le label ISR. Oui. Ou un label équivalent, mais globalement c'est le label ISR qui a été plutôt retenu. Donc ces fonds sont le profil offensif responsable est investi sur des fonds article 8, article 9, vert foncé et vert un peu plus clair, mais vert quand même, et sur des fonds labellisés. En ce qui concerne la question des énergies fossiles, c'est évidemment un sujet qui fait débat. On le sait tous, les énergéticiens sont des poids lourds de l'économie et ce sont aussi des poids lourds des indices. Maintenant, il y a des choses qui évoluent. Les choses évoluent sur les discussions déjà des sociétés de gestion ou des institutions financières que nous représentons. On discute, on a un dialogue qui est entamé avec ces sociétés pour peut-être les faire également évoluer. On a aussi une réglementation qui évolue. Et la réglementation, elle évolue à un point que... pour citer notamment le label ISR, il va évoluer très prochainement, en mars 2024. On va avoir une exclusion des énergies fossiles, du gaz, du pétrole et du charbon, évidemment. Donc, ça ne sera plus investissable. Et juste, si je dois donner un chiffre pour que nos clients ont ça en tête, le PEA profilé offensif responsable, aujourd'hui, c'est plus de 95% de fonds labellisés ISR. Voilà, le reste étant soit des fonds monétaires non éligibles ou du cash. Voilà, c'est une réponse très complète, très claire de la part d'Aïd Olivier. Et juste, Laurent, peut-être pour compléter sur la partie PEA classique, puisque donc aujourd'hui sur Boursorama, on a aussi donc, ce PEA profilé si on veut cumuler avec d'autres investissements un peu plus spécifiques, un peu plus militants. Il y a toujours la possibilité donc, de mettre des titres vifs. Et donc sur le portail Boursorama, donc, vous avez toutes les valeurs qui sont éligibles et notamment sur chaque titre vif, on a la possibilité d'avoir plus d'informations justement sur ces entreprises et sur leur notation ESG. On a tout un onglet de durabilité qui permet donc de connaître mieux on va dire les risques extra-financiers ou les engagements extra-financiers que prennent ces entreprises. Voilà, super pub pour le portail, l'onglet durabilité sur plus de 4000 valeurs effectivement. Et vous retrouverez en plus quand vous êtes client Boursorama, vous avez droit à de l'information additionnelle. Ça vous permet aussi de faire votre sélection peut-être de façon encore plus fine, vous l'avez dit, encore plus précise. Thomas, voilà pour ce point sur l'offensif responsable. Un point qu'on voulait faire aussi sur un autre profil, c'est le profilé dynamique. Et pourquoi ? Parce que c'est le profil, je crois, Thomas, pour ne pas raconter de bêtises, le plus choisi par nos clients. Tout à fait. Donc depuis un an, on a à peu près 40% des clients qui représentent à peu près 50% des encours qui se sont positionnés sur ce profil dynamique. Et juste un petit rappel avant de revenir sur ce profil. Donc l'horizon d'investissement de ce profil est de 5 ans, donc un peu plus. Donc il faut voir sur une perspective de long terme, ce qui est tout à fait en phase avec la philosophie du PEA, puisqu'on est sur un PEA qui déploie tous ses avantages au-delà de 5 ans. Donc finalement sur la constitution d'une épargne, donc on a toujours ce conseil d'avoir une épargne de précaution et pour ça, en France, on a la chance d'avoir des enveloppes fiscales tout à fait adaptées comme le livret A, le LDDS qui vous permettent de constituer votre épargne de précaution, donc suivant votre appétence au risque plus ou moins de quelques mois de revenus, quelques mois de dépenses. Et ensuite, donc, sur la poche un peu plus risquée, donc un peu plus long terme, donc ce PEA, donc déjà l'enveloppe PEA donc, qui déploie ses avantages au bout de 5 ans et notamment ce profil dynamique dont l'horizon de placement recommandé est de 5 ans ou plus. Messieurs, je vois le compteur qui tourne et on a pas mal de questions. Je vais vous demander d'être synthétique pour la fin de cette présentation. À vous, David Olivier, sur le profil dynamique. Oui, je voulais juste peut-être avoir un tout petit éclairage sur ce profil, puisque comme Thomas l'a signalé, c'est un profil qui a eu beaucoup d'adhésion. Et en fait, l'idée de ce profil, je ne sais pas si on a peut-être à l'écran une... Oui, on l'a à l'écran, ça apparaît tout à fait. Et on voit dans ce profil. Je vous passe la mienne. Regardez. Hop, comme ça, merci. Voilà, comme ça, je l'ai sous les yeux. Je vais éviter de dire des erreurs. Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce profil dynamique, aujourd'hui, c'est à peu près 82% d'actions. Alors, c'est peut-être pas très visible sur le graphique de On peut l'avoir en plein pot, s'il vous plaît, en régie cette slide pour que nos clients
et cliente la voit bien. Voilà, l'idée, super, là on merci. voit, on a 70% d'actions dans ce portefeuille, on a 20% de fonds flexibles, mais dans les 20% de fonds flexibles, il y a évidemment une partie d'actions, à peu près 12%, ce qui fait bien les 82% d'actions que je vous ai mentionnées. On a une partie obligataire, on a une partie monétaire, également apportée par la diversification créée par les ETF, et cette fameuse répartition de zones géographiques, là on le voit quand même assez bien. Finalement pour un PEA, on a 36% d'actions en France, on a 44% de zone euro, 9% des États-Unis, on est en transparence complète sur ce graphique, 8% de fonds émergents et 3% de Japon. Cette position est hedgée, c'est-à-dire qu'on a couvert le risque de change. J'allais dire, attention, vous avez un gage. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de cette offre, c'est d'avoir une diversification géographique et ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que là, on va parler des perfs. Roulement de tambour, bah oui, roulement de tambour. Et qu'est-ce que ça nous donne, ça, au bout d'un an? C'est la slide, je pense, que beaucoup de nos clients attendent. Exactement. Quelles sont les performances? Alors, les performances. Ici, les performances vous sont présentées. C'est un peu une photo. Il Oui. faut voir aussi, c'est toujours un peu... C'est un instant T. C'est un instant T. Donc on précise du 20 octobre 2022 au 20 octobre 2023. C'est Voilà. important. On est vraiment sur une date anniversaire, c'est Oui. un an qu'on paye. Alors, effectivement, si vous avez suivi un peu l'actualité, le mois d'octobre était un mois compliqué sur les marchés, pour différentes raisons que je n'aurai sûrement pas le temps de développer maintenant. On regardera les bourses au focus. Voilà, on C'est regardera là les pour bourses au expliquer focus. tout ça. Mais les performances que l'on affiche ici sont toutes positives. Donc on a un profil PEA prudent qui affiche 0,47%. Ce profil prudent a beaucoup de taux dans son approche, puisque vous Alors, avez... beaucoup de taux? Non, ça va pas. Alors du ça tout. m'a pas... Il va falloir m'expliquer ça plus alors, clairement. effectivement, il y a une allocation obligataire Merci. dans ce portefeuille, puisque vous avez 14-15% d'actions, dont le reste, donc, c'est des obligations, du monétaire. Et le contexte obligataire sur l'année 2023 n'était pas facile. On a des performances qui sont proches de 0 ou 0- sur certaines classes d'actifs obligataires. Donc effectivement, le portefeuille a un peu subi ces éléments-là, notamment sur le mois d'octobre. Puisque si on regarde les performances dernièrement, ce profil est plutôt autour de 2-2,5%. D'accord. Arrêté il y a quelques jours. Le profil PEA équilibre, lui donc affiche maintenant 3,39% à cette date anniversaire. On est effectivement sur un profil un peu plus diversifié. On a des actions, mais on a aussi des obligations. Donc pareil, dans le même contexte, ce fonds a subi peut-être les désarrois du marché obligataire. Si on reprend la performance arrêtée à ces derniers jours, on est plutôt autour de 5,3% D'accord. de performance. Le profil dynamique, on affiche 4,24%. Pareil, donc là on l'a expliqué, diversification internationale, un peu moins de taux, mais justement on a quand même des obligations dans ce portefeuille et on est en train de constituer aujourd'hui des positions qui vont donner du rendement à venir. Et ça c'est important, c'est que aussi on se projette, notamment peut-être pour l'année 2024, avec peut-être, voilà, on a touché sûrement le pic des taux en zone euro et aux États-Unis, et donc avoir capté ces taux, ces obligations dans ce portefeuille ça sera un avantage pour donner de la performance, du rendement dans les mois à venir. Aujourd'hui, ce fonds affiche une performance de 7,85%, donc on a quand même rattrapé aussi un peu de performance dernièrement. Et enfin le dernier, donc le PEA, l'offensif responsable, oui. Donc affiche 7,60% en date anniversaire. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 8,30%. Là, on est sur un portefeuille pleinement action. Comme on l'a dit, il y a un peu de monétaire, mais très peu. Et je crois qu'on termine, on a envie de faire un focus sur les principales classes d'actifs. C'est ça? Oui, non, c'était pas forcément. Non, c'est pas grave parce que de toute façon, ouais, on est en en train de déborder. Alors, je vais vous demander d'être super synthétique, David Olivier, sur qu'est-ce qui nous attend en 2024. Quelques éléments de réflexion, quelques scénarios à avoir en tête. Vous avez quoi? 1 minute 1 minute 30? Parce qu'il y a plein de questions et j'aimerais qu'on traite le maximum d'entre elles. Je suis large. Je sais que chaque fois, vous essayez d'être encore plus synthétique, donc je vous fais
totalement confiance. Merci Laurent. Donc c'est toujours difficile de vulgariser des notions aussi complexes que la macroéconomie, mais pourtant c'est ça qui va nous guider sur l'année 2024. Donc on va être attentif à un triptyque. Il y a 3 éléments sur lesquels on regarde beaucoup aujourd'hui. On se concentre, voilà, c'est les pressions sur le pétrole, notamment à cause des conflits entre Israël et le Hamas. On a également un autre élément, c'est l'inflation et les politiques des banques centrales. Ces 3 éléments sont liés indirectement, puisque si vous avez des pressions sur le pétrole, vous allez avoir un retour d'inflation potentiel dans les pays développés. Et si on a un retour d'inflation, malgré le fait qu'aujourd'hui, on pense qu'on a gagné, sur la phase de reflux. Voilà, on a gagné le combat contre l'inflation. Les banques centrales ont agi fortement pour ça. Mais si on a un retour d'inflation par la hausse des prix du pétrole, les banques centrales devront soit au mieux maintenir des taux élevés plus longtemps, soit à nouveau repartir dans une politique de hausse de taux, ce qui serait assez dommageable pour les marchés financiers. Donc dans ce contexte, nous, ce qu'on préconise, c'est de rester quand même prudent encore pour les mois à venir. On aura plus de développement et je reviendrai sur le plateau l'année prochaine pour donner des perspectives plus complètes. Mais il faut rester prudent et surtout diversifier. C'est très important pour pouvoir naviguer dans ces eaux troubles. Bon, contrat rempli, épatant. Allez, on va passer aux nombreuses questions qui sont tombées sur la tablette. Je vais vous demander des réponses courtes, efficaces, là aussi, de façon à ce qu'on puisse prendre le maximum de questions. Une question de Ninon, plutôt pour Thomas. Peut-on modifier à un moment son profil, par exemple, pour passer du profil dynamique à offensif ou inversement ? Exactement. Alors, on peut changer à tout moment, sachant que, effectivement, on a toujours ces questionnaires un petit peu d'appétence au risque et d'horizon. Donc, quand vous remplissez votre questionnaire, on vous conseille un profil en fonction des réponses que vous faites. Qui sont fournies. Voilà, qui sont fournies. Donc, vous pouvez toujours, on va dire, ne pas suivre le conseil ou bien changer. On ne le recommande pas, évidemment. Mais si jamais, effectivement, vous souhaitez changer de profil, refaites le questionnaire et puis... Ou alors, on peut imaginer quelqu'un qui est parti sur dynamique et puis voyant le marché, se dit, tiens, j'ai entendu David Olivier, il faut peut-être que je sois un petit peu plus prudent. On peut aussi le faire dans ce sens-là. Ça, c'est possible. Et comme on l'avait précisé, c'est totalement gratuit de changer de profil de gestion. Il n'y a pas de frais de changement de profil. Bon, question de JC, j'aime bien. Si je bascule mon PEA existant en gestion profilée à 100%, question très concrète, allez-vous vendre les actions existantes pour arbitrer avec vos propres choix? Qu'est-ce qui se passe si je passe d'un PEA où je suis en gestion libre à gestion profilée? Alors, c'est la réponse finalement est dans la question, puisque passer à 100% en gestion profilée implique de solder les positions qu'on possède déjà et de basculer sur son investissement sur l'offre profilée. Donc c'est à JC de vendre ses actions, de solder ses positions. Voilà. Et après, il peut basculer sur l'offre profilée. Question de Jean-Marie. Dans le cas d'une gestion partielle de mon PEA, donc j'imagine une partie en gestion libre, une partie en gestion profilée, Amundi a-t-il un regard sur la partie de mon PEA que je gère moi-même? Est-ce que vous allez voir ce que font nos clients, David Olivier là? Et non. Non, j'ai pas de regard sur les portefeuilles. Tout est anonymisé. Nous avons des poches de chacun des clients et on gère ces poches indépendamment. Voilà, vous n'allez pas voir ce que fait Jean-Marie sur Trading. Bon, au moins c'est dit. Question de Michel. Il y a plusieurs questions de Michel et de Zio qui sont les mêmes. Dans le PEA, peut-on avoir, alors je pense que ce n'est pas plusieurs PEA, mais plusieurs poches, et j'entends sans doute plusieurs mandats profilés. Est-ce que je peux avoir un petit peu de dynamique, un petit peu d'équilibré, voir comment les deux... Je crois que oui. Ah, c'est la colle. Alors, il faudrait effectivement vérifier. Dans quelle mesure ? Mais il faut aussi dire qu'on ne sait pas. Voilà, on va regarder et je pense qu'on mettra la réponse dans la vidéo sur cette option. Est-elle possible ou pas? Ça arrive, des fois on n'a pas les réponses à tout. Et c'était aussi une question de Benoît. Donc en tout cas, pas la réponse, mais on sent qu'il y a de l'intérêt de la part de nos clients. Question aussi sur l'offre commerciale. Le bonus de 50 et 100 € est-il applicable pour les clients qui ont déjà un PEA en gestion libre chez Bourseau? Oui, ce n'est pas réservé aux prospects. Parce que souvent, c'est vrai que... Donc on rappelle donc les offres pour les clients qui n'ont pas encore de PEA. Donc on a cette offre de transfert qui permet, pour ceux qui ont un PEA dans un autre établissement financier, de se voir ses frais de transfert remboursés. Oui. Et l'offre de versement, elle est ouverte à tous. Donc je le rappelle, c'est 50 € pour 1 000 € de versement ou bien 100 € pour 3 000. Ah, j'ai tout retenu. Question de Sof, question très intéressante. Si je transfère mon PEA en PEA profilé, la date d'ouverture initiale du PEA est-elle reprise? Ah oui, ce serait la mauvaise surprise, ça. Alors c'est tout l'intérêt justement d'un transfert et non pas d'une clôture-réouverture.
c'est que le transfert de PEA permet justement de garder ce qu'on appelle l'antériorité fiscale. Et donc, si jamais donc, le compteur de temps continue à courir et ne redémarre pas à zéro. Ouais, bon, on sent bien dans cette question quand même la légère peut-être confusion entre le PEA et le PEA la poche. profilé. Oui, c'est ça. C'est bien une offre de gestion. C'est pas un nouveau produit. On n'est pas dans un produit, c'est une offre de Ouais, gestion. ouais. Le Donc, PEA, il est là, c'est une enveloppe, Voilà. et c'est ce qu'on met dedans. C'est une option Exactement qui ça. existe Exactement ça. au sein de votre PEA. C'est Noël bientôt, donc il y a le cadeau, il y a la boîte du cadeau et il y a le cadeau à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, une fois que vous avez la boîte, vous pouvez changer le cadeau à l'intérieur. Décidément, on a plein de questions et ça c'est aussi un signe des temps. On a évoqué le sujet, mais Patrick nous redemande le profil dynamique. Lui alors, il est responsable ou pas? Et question qu'il a repose ici, seul le profil offensif est responsable. Alors, responsable dans le sens réglementaire, ça détermine un certain nombre de critères. Et ces critères, ils sont vraiment propres à l'offensif responsable. On a un certain nombre d'articles 8 et 9. De toute façon, c'est 100% d'articles 8 et 9 SFDR. On l'a précisé tout à l'heure. C'est fonds verts ou vert foncé. Et finalement, des fonds labellisés, quasiment la totalité des fonds sont labellisés, plus de 90%. Par contre, pour tout ce qui est offre au sein d'Amundi, on a des critères de sélection de fonds, des critères de sélection de titres qui répondent à une méthodologie ESG qui est propre à Amundi. Donc il y a ce critère ce sentiment d'avoir des fonds responsables, il est valable pour l'ensemble des offres. Parce qu'on a des règles qui sont quand même très abouties chez Amundi sur cette sélection de produits. Question de Bill, je possède un PEA depuis plus de 20 ans qui a été ouvert au plafond autorisé. Donc je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il a tout de suite atteint le plafond? Aujourd'hui, ce PEA est très en dessous de ce plafond. Est-il possible de l'utiliser en gestion profilée, en réinjectant des liquidités, ou bien faut-il ouvrir un nouveau PEA? Je pense qu'il nous manque un petit peu d'éléments peut-être pour répondre à cette question, mais on peut donner peut-être des pistes quand même. Alors, exactement. Donc, si effectivement le montant le plafond de versement a déjà été atteint, ce n'est plus possible de l'alimenter en nouveau versement. C'est les 150 000 même euros, si on est redescendu en dessous, même si on est redescendu. Précision. Donc là, il faudrait étudier le PEA en question, mais peut-être que dans ce cas précis, ça peut être intéressant de clôturer et d'en ouvrir un nouveau pour justement pouvoir reverser en numéraire. Mais encore une fois, ça dépend de la composition du PEA et de son historique. Mais c'est l'un des cas où effectivement, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il ne vaut pas mieux fermer et en réouvrir un pour justement pouvoir reprofiter de ce plafond de 150 000. Si le plafond... Ça dépendra aussi peut-être de l'horizon de placement du client. Également. S'il est à plus de 5 ans, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Bon, on n'a pas forcément toutes les pressions pour répondre, mais ça vous donne déjà des indications. Question de Youyou, assez similaire, dans un genre un peu différent à celle de Jean-Marie. Est-ce que le gestionnaire en profilé peut acheter ou vendre une action traitée par le client, ou y a-t-il une séparation dans l'enveloppe par client gestionnaire? Est-ce que vous pouvez les vendre mes airs liquides, David Olivier? Rien. Voilà, c'est étanche, étanche. Les deux poches. Voilà. Il y a d'un côté, si vous faites les deux, votre gestion libre dans laquelle vous êtes maître en votre royaume et rien n'interfère. Et il y a de côté la poche qui sera gérée par David Olivier. Geoffrey, question qu'on a évoquée aussi, mais qui a été posée au moment de l'inscription, que je repose parce que je pense que c'est important. Est-il possible de transférer un compte PEA classique en PEA profilé? Donc encore une fois, on rappelle, ce n'est pas un transfert. C'est une évolution de mandat, c'est ça? Exactement. Donc, si vous êtes un PEA classique à l'extérieur, donc vous le transférez chez Boursorama et là, vous pouvez adhérer donc, à la gestion profilée. Ou alors, si vous êtes déjà sur un PEA classique chez Boursorama, vous pouvez soit transférer la totalité sur le PEA profilé, soit transférer une partie de votre PEA sur l'un des profils de gestion. Vous l'avez dit Thomas, mais on le rappelle parce que c'est aussi quelque chose qu'on a bien rappelé. Question de Zuxiu posée au moment de l'inscription. Comment transférer mon PEA chez vous? On répète. C'est très simple. Ouais. Et on a un parcours de mobilité bourse qui est 100% en ligne, dans lequel la seule information qui est peut-être que vous n'avez pas forcément là de tête, c'est l'IBAN de votre PEA d'origine. Qui existe. Qui existe. Donc soit vous le trouvez facilement chez votre courtier d'origine, soit vous sollicitez votre banque ou votre courtier d'origine, puisqu'il existe, donc ils sont tenus de vous le communiquer pour que vous puissiez faire ce transfert. Bon. Question qui était tombée au moment de l'inscription et que je tenais absolument à poser, parce que je pense que justement... ce webinaire est la réponse. C'était une question de Laetitia Farida. Avez-vous des conseils de placement ou des stratégies adoptées pour une personne qui débute dans l'investissement boursier? Est-ce qu'avec cette offre de PEA profilé, on n'est pas pile finalement dans la réponse? Alors tout à fait, peut-être que vous compléterez, mais déjà dans un premier temps, comme on l'a rappelé au début, le PEA c'est vraiment l'une des enveloppes privilégiées pour démarrer, puisqu'on a
On peut l'ouvrir à partir de 10 €. Au bout de 5 ans, les avantages fiscaux jouent à plein. Contrairement à l'assurance vie, on n'a pas de frais de gestion d'enveloppe. Donc on a cette notion que si on n'investit pas ou alors si on fait des pauses, c'est vraiment facile on va dire, de tester et de commencer. Donc déjà le PEA en tant que tel, c'est vraiment une enveloppe adaptée pour un débutant sur la partie on va dire boursière. Et ensuite, au sein de ce PEA, effectivement, on a un univers d'investissement qui est très large. Donc, faire son marché auprès des titres, c'est compliqué. Donc, je voulais dire stock picking, mais faire son marché, c'est plus correct. Et donc là, effectivement, après un petit questionnaire qui va déterminer votre profil, un versement initial, un versement programmé à partir de 20 € par mois, c'est vraiment une très bonne façon de démarrer pour se lancer en fait, dans les marchés boursiers. Oui, bien sûr, David. Et si je peux ajouter aussi, on a vu donc les performances des différents profils. Déjà, c'est la possibilité d'investir finalement selon le risque qu'on souhaite prendre. Et on a vu que les performances étaient en ligne avec le risque que l'on prend, donc de la moins élevée à la plus élevée en fonction du risque. Donc, ben voilà. Est-ce qu'on a encore des questions, Régis? Je pense qu'on a bien apuré ce qui est tombé sur la tablette. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont sur le point de tomber? Ah, je pense qu'on arrive. Et ben voilà, 19h30, on est d'une précision suisse. Et bien sûr, on me murmure dans l'oreillette qu'il va falloir parler du sondage. Mais d'abord, je voulais remercier nos experts ce soir, et d'Amundi et de Bourse-Banque, de nous avoir fait le point, d'avoir soufflé cette première bougie sur le PEA profilé. Et j'espère d'avoir répondu à toutes vos questions sur le fonctionnement de l'enveloppe, ses caractéristiques, la rémunération du gérant, les performances. Voilà, on a essayé de rien laisser de côté ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Laurent. Merci, Laurent. Voilà, et oui, comme d'habitude, il y a un petit questionnaire de satisfaction après le clap de fin, donc restez encore avec nous quelques minutes. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pendant cette heure et je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée.